Bonjour Audrey. Bonjour. Bienvenue sur le podcast Afropéenne. Merci beaucoup de l'invitation. J'ai hâte d'y réussir à te coincer enfin. On va pouvoir apprendre plein de choses. Voilà, ouais. plein de Donc choses, j'ai vraiment j'espère. hâte. La première question, c'est toujours ça. Enfin, c'est même pas une question, hein, c'est Ouais. juste simplement peux-tu te présenter? Oui, d'accord. Donc, mon nom, c'est Dr Audrey Flamme-Gomsic. Je suis docteur en chimie physique et chimie analytique Ok. de l'université maintenant qui s'appelle Sorbonne Université à Paris. Ah, Voilà, mais ça fait Paris 6 avant, l'université Pierre et Marie Curie avant. Ok, oui. Voilà, je suis donc une spécialiste du développement durable. Donc, j'ai travaillé dedans depuis 20 ans, donc avant qu'il y ait un nom. Ah, ouais. Voilà. Et j'ai commencé par nettoyer l'environnement que les entreprises polluaient. Et ensuite, j'ai bougé en amont pour les aider à produire sans polluer l'environnement. Et surtout, des produits qui sont bien aussi pour le consommateur. Ok. Alors moi, en tant que chercheuse, parce que j'étais chercheuse, donc les chercheurs ont deux choix, ou ils grandissent horizontalement et ils deviennent experts dans ce qu'ils font, ou ils grandissent verticalement et ils deviennent directeurs de recherche, exécutifs, etc. Et moi, j'ai grandi verticalement. Ok. Parce que c'était un choix, ce que je voulais faire, et j'ai toujours travaillé en entreprise. Parce que pour deux choses, c'est que quand on est jeune, on est idéaliste, et on se rend compte, et je me suis rendu compte très vite en fait, que les entreprises ne deviennent pas vertes parce que c'est bien, elles deviennent vertes parce que ça rapporte. Ok. Et en soi, je ne trouve pas que ce soit un gros mot en fait, parce qu'une entreprise qui est bien pour l'environnement et pour la société, qui ne fait pas d'argent, elle meurt. Ok. Donc ça n'a aucun intérêt. D'accord. Et donc, en grandissant verticalement, eh bien, je me suis intéressée au développement durable de façon holistique. Et en fait, on se rend compte que les personnes qui s'occupent que de la planète, en fait, c'est une erreur. Que le développement durable, c'est aussi les gens et c'est aussi l'argent. Et donc, c'est pour ça qu'on entend parfois People, Planet, Profit, ce qui veut dire développement durable environnemental, social et économique. Ok. Donc j'ai grandi, je suis devenue exécutive, CEO, je suis devenue managing director d'une entreprise qui n'était pas la mienne, j'ai travaillé pour des boards en tant qu'employée, et là, en fait, j'ai toujours mis les principes du développement durable sans forcément le dire. C'est-à-dire, pour l'environnement, c'est-à-dire qu'une entreprise va avoir des problèmes de cash flow, elle va me dire qu'il faut régler le cash flow, alors cash flow, ça veut dire qu'elle n'a pas assez de cash pour faire ses trucs, et donc du coup, elle est obligée d'emprunter, alors qu'elle fait de l'argent à la fin de l'année. Eh bien moi, j'allais résoudre ça en pensant au développement durable. On regarde, quand j'achète des choses, pourquoi j'achète pas en plus grosse quantité, pour que j'ai moins de transport et du coup j'ai moins de frais de transport. Et bien pour l'environnement, c'est bien aussi parce que j'ai moins de fois le mec qui vient. Ces déchets, comment on fait pour en avoir le moins possible à la fin, parce que les déchets, c'est des taxes. Et donc du coup, si j'ai moins d'excès, j'ai moins de taxes. Toutes les entreprises qui ont fait paperless, ça veut dire sans papier, et bien c'est aussi ça. Si j'achète moins de papier, et c'est de l'argent que je sauve. Voilà, plein de choses comme ça auxquelles les gens ne pensent pas, mais qui en fait commencent le développement durable. D'accord ? Et il y a autre chose aussi, c'est que j'ai fait des mergers. Voilà, j'ai mergé. Définition. Oui, c'est quand un groupe achète une compagnie et l'intègre dans le groupe. Ok, d'accord. Voilà. Ouais. Et donc du coup, j'ai fait ça et on se rend compte aussi que virer tout le monde pour tout recommencer, c'est débile. Et c'est ce que font la plupart des gens. C'est souvent ce qu'on voit même dans les films. Exactement. Et voilà. Et là où je suis très fière, c'est d'avoir réussi à dire, bah non, il faut designer l'entreprise comme on la veut, quand les deux, dans le cas parfait, où les deux ont mergé, ça s'est bien passé. Et après, on fait les jobs, les nouveaux jobs, les différents jobs qui vont être là maintenant, et on demande aux gens qui sont là, est-ce qu'il y a des jobs qui vous intéressent ? Et on les forme. Voilà, parce que comme ça, on ne perd pas le savoir-faire. Et ceux qui disent non, moi, cette nouvelle organisation ne me plaît pas, on les aide à partir, parce qu'on ne sait jamais. Là où ils vont aller après, ça peut devenir des clients, en fait. Donc, il faut toujours penser, en fait, à plus long terme qu'un mois. Il faut penser à 2 ans, 3 ans. Quand tu parles de vision holistique, c'est vraiment exactement. C'est hyper complet. Hein. Et donc j'ai fait ça. Alors moi, ma particularité, c'est que par choix, j'ai toujours travaillé dans des PME pour des grosses boîtes. Okay. Donc j'avais toujours ce regard extérieur. D'accord ? Et quand j'ai eu 40 ans, on est managing director, gérante. En gros, j'étais à la tête d'une compagnie qui n'était pas la mienne. D'accord ? T'as fait ça, t'as 40 ans et tu te dis qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant ? Parce que c'était mon but, voilà. Et donc j'ai été headhuntée, c'est-à-dire qu'on est venu me chercher pour faire une merger de 2 grosses entreprises. Et du coup, en étant engagée en tant qu'employée, en fait, je me rends compte que faire du développement durable, c'est beaucoup plus simple quand on est à l'extérieur de l'entreprise. C'est pas quand on est engagé. Parce que on t'engage pour faire des choses rapides, que ça marche, et que t'as pas la politique, t'as pas... Voilà. Donc toi, tu vois... En plus, t'as une vision beaucoup plus
t'es pas dans une boîte, quoi. Tu vois l'entreprise dans son totalité, donc c'est beaucoup plus facile pour dire aux gens, fais ça, ça sera bien pour toi, comme ça c'est lié à ça, c'est lié à ça. Donc il y a 3 ans maintenant, avec un partenaire, j'ai créé une entreprise, on a co-créé une entreprise qui s'appelle Trianon Scientific Communication. Trianon pour les 3 piliers, People, Planet, Profit. Ok. Scientific pour dire que nous on part de data, on est tous les deux scientifiques, tous les deux PhD en chimie, et tout ce qu'on fait part de data, c'est pas philosophique. Et communication parce que déjà on peut pas faire de développement durable sans communication, et aussi parce qu'on s'occupe de lisser, enlever tout ce qui est greenwashing et social washing dans les entreprises. D'accord. Et donc ça, maintenant tu as plein temps dans cette entreprise. Voilà, vrai plein temps. Moi j'étais un peu, faut pas faire comme moi. Hein. Et moi du jour au lendemain j'ai démissionné. Ouais non, faut pas faire et j'ai fait mon truc. Mais bon, en même temps, quand on a une idée très claire de ce qu'on veut faire. Donc moi c'est pas un nouveau boulot, c'est la même chose que j'ai décidé de faire pour moi-même, en créant mon entreprise. Et en faisant ça, en fait, donc moi je suis une femme noire, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon partenaire est un homme blanc, d'accord ? C'est le monsieur qui avait vu... Tout à fait, il s'appelle Marcus Fanslow, il est aussi docteur en chimie, aux 2 chimies différentes, mais still. Et le truc, c'est que c'était très stratégique, en fait, parce que quand on a créé cette entreprise, on s'est dit, on veut que le côté social, les gens soient obligés de le faire. D'accord ? Que People, Planet, Profit soient vraiment liés. Ok ? Donc ce qu'on dit, notre slogan, c'est on fait le développement durable profitable, d'accord ? Et que développement durable, ça veut dire développement environnemental et social. Mais le problème, c'est que quand on parle de durabilité sociale, beaucoup de gens vont dire le bien-être des employés, ça en fait partie, la mission, la vision, tout ça, ça en fait partie. Mais nous, la seule chose de laquelle on s'occupe, c'est avoir plus de diversité là où les décisions sont prises. Ok. Voilà. Pourquoi ? Parce que ça, vous êtes persuadé que... C'est même pas ça, c'est qu'il y a des données. En fait, depuis la COP21... Depuis la COP21, en fait, c'est prouvé que toutes les entreprises qui ont mis de la diversité au niveau manager, leader, head of unit, executive, board, diminuent leurs émissions CO2 plus vite, font plus d'argent. Et pendant le Covid, c'est des entreprises qui ont fait de l'argent. Voilà. Et pas qui se sont pas effondrées à cause de Covid. Et je parle de PME, je parle pas de grosses boîtes. D'accord ? Les grosses boîtes, c'est dedans, et moi j'ai plein d'exemples de grosses boîtes qui ont coulé à cause de ça, parce qu'elles n'ont pas mis... Mais est-ce qu'on sait vraiment faire le lien ? Oui, on sait faire le lien. Donc aujourd'hui, on sait que... C'est pas tant. c'est très très simple en fait. Et quand tu parles de diversité, c'est diversité en termes de... 2 choses. Alors moi j'appelle ça la diversité à 2 dimensions. Il y a une diversité qui s'appelle inhérente. Je suis une femme, je suis noire, je ne peux pas changer. Et il y a une diversité acquise. Moi, le fait que je sois docteur en chimie physique, mes études faites à Paris et que j'ai travaillé dans 12 pays du monde, dont l'Asie, et ben c'est pas la même chose que mon business partner, qui est docteur en chimie, qui a fait qui lui n'était pas... c'est une reconversion, en fait. Il était stonemason, tailleur de pierre, et à 25 ans, il a repris ses études pour faire ses études en chimie et tout ça. Et il a fait toutes ses études en Angleterre, et il a voyagé dans beaucoup moins de pays que moi. Donc déjà, c'est des parcours. Et c'est aussi le fait que moi, j'ai une vision européenne parce que je suis française, mais quelqu'un qui aurait exactement le même background que moi, mais qui est en Inde ou en Afrique, déjà, quand on parle de développement durable, on ne parle pas de la même chose. Parce qu'il faut se rappeler que quand on dit qu'il faut diminuer ses émissions CO2, en Europe, aux États-Unis, on est responsable de ce qui se passe, d'accord ? Les pays africains, indiens, tout ça, c'est pas eux qui émettent le plus depuis. Voilà. Donc quand on dit tout le monde doit arrêter, non, c'est nous d'abord. On doit diminuer nos émissions CO2. C'est nous qui avons détruit la planète, que les choses soient claires. Après, pendant ce temps-là, en fait, on prie et on espère que les pays d'Afrique, par exemple, continuent à se développer. Ils auront besoin d'émettre pour continuer à se développer, mais de façon beaucoup plus saine que nous, sans détruire la planète, parce que maintenant, il y a les énergies renouvelables et tout ça. Parce qu'ils ont besoin d'avoir d'infrastructures pour pouvoir ensuite arrêter d'émettre. Mais s'ils n'ont pas de transport, s'ils n'ont pas, d'électricité, qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe ? Donc en fait c'est ça, c'est que nous on doit diminuer pendant que eux vont augmenter, mais mieux que nous, et après ils vont aussi diminuer, s'arrêter en fait, arrêter de développer. Et ça c'est des choses... C'est tellement logique. Oui, c'est hyper logique. Et en fait c'est des choses lesquelles les gens ne pensent pas, parce que les gens gardent leur vision de là où ils sont en fait. Et c'est pour ça que la diversité est importante.
C'est pour ça, en fait. D'accord. Et pour vous donner un exemple vraiment très très simple, que tout le monde va comprendre et que je donne souvent, en fait, c'est que si vous voyez une bouteille, là il y a une bouteille sur la table avec un liquide transparent dedans. Oui. Alors parce qu'on est en Europe et qu'il est 14h, vous vous dites tout de suite c'est de l'eau. Oui. En fait, on n'en sait rien. Donc pour savoir ce que c'est, il faut être chimiste pour être sûr qu'il y a de l'oxygène et de l'hydrogène dedans. Mais même ça pourrait être de l'eau oxygénée. Et si je la bois, je meurs. Ok. D'accord ? Ouais. Il faut être physicien. Je me dis, il doit faire... Dans cette salle, il fait plus de 0 degré, c'est liquide. Voilà. Donc, voilà. Et il faut être biologiste. C'est clair. Donc, il n'y a pas de micro-organisme dedans. Donc, je peux la boire sans que ça me rende malade, en fait. Okay. Ça, c'est déjà rien que la diversité de background. Pour les trois, juste pour le verre d'eau. Ouais. Donc, pour regarder un truc, en fait, il faut plusieurs façons de le regarder pour innover et pour être sûr de résoudre le problème. Sinon, et c'est ça, en fait, quand on parle de climate change, de développement durable, de trouver des solutions, en fait, il faut trouver des solutions pour tout le monde. C'est pour ça qu'il faut diversité de background, il faut aussi diversité par exemple, il faut des gens qui aient un problème... De mobilité, parce que comme ça on sait que si je mets ça là, tout le monde peut y accéder, et si j'ai un problème pour la personne qui est invisibilisée, en fait je sauve le problème pour tout le monde. Voilà. Moi par exemple les masques, j'ai toujours, dès le départ j'étais hyper choquée qu'on fasse pas des masques transparents pour les gens qui lisent sur les lèvres. D'accord ? Alors d'autres vont vous dire oui mais c'est du plastique, mais je dis mais pendant le Covid de toute façon le plastique était obligatoire. Voilà, c'est tout quoi. Alors après on essaye de prendre du plastique, le recycler, comme ça on n'en reproduit pas, on en prend qui est déjà là et puis on fait en sorte de l'utiliser. Mais pendant le Covid, le plastique a été une obligation. Donc quand on réfléchit en fait, c'est ça, il faut réfléchir à tout le monde. Parce que le masque transparent, ça gêne personne, hein. Vous, ça vous aurait gêné avoir un... Non, personne n'aurait gêné. On n'a même pas pensé. C'est la première fois que j'entends parler de ça. C'est ça. En fait, pour les personnes qui ont besoin de... Moi, je me suis dit tout de suite, mais que les gens qui lisent sur les lèvres, comment ils vont faire, en fait. C'est ça le truc. Ouais, parce qu'on n'est pas... Parce que ça, c'est pas dans notre vie quotidienne. Mais si, dans la réflexion, on avait mis des gens divers, et quelqu'un y aurait pensé. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Mais depuis tout à l'heure, je t'entends parler et j'arrête pas d'avoir ce petit truc qui clignote dans mon esprit en disant il faut juste de la bonne volonté. Ça, c'est très dur. Alors, il y a deux choses. Que les gens aient envie. Non, alors maintenant, moi, je m'en fiche en fait. Que les gens aient envie, que les gens y croient ou que les gens le fassent parce que la loi les oblige. Je n'ai rien à faire. Il faut le faire. Donc, c'est pour ça que comment tu arrives à profite en entreprise. On parle du profit. Et en fait, on va leur montrer comment ils perdent de l'argent à cause de ça. C'est pas... Une entreprise a besoin de gagner de l'argent. Donc, si c'est ça qui est leur moteur, tant mieux. Moi, je trouve pas que ce soit... Maintenant, je vais être hyper... comment on dit je vais être provocante. D'accord ? Vous avez des gens qui sont au pouvoir et qui n'ont pas envie de laisser leur place. D'accord ? Donc, au-dessus, ils ont peut-être des boards qui vont dire votre entreprise, elle ne fait pas assez d'argent. Si moi, je leur montre que... Voilà... que là, vous avez un problème de profit parce que c'est pas assez divers dans votre chaîne. Exemple, vous êtes une compagnie qui vend je sais pas, du chocolat, tiens, pour parler d'un truc qui s'est passé, et puis vous vous rendez compte que 30% de vos produits ne passent pas le qualité contrôle à la fin. D'accord ? Et à chaque fois qu'on a eu ça, c'était parce que au début, dans la chaîne, quelqu'un voit le problème et se dit quelqu'un d'autre va le dire. C'est sûr. Et comme on vient tous de la même école, du même background et tout ça, tu te dis, ok, il a raison, je vais pas commencer à faire des problèmes, let it go. Mais il y a un moment dans la chaîne où on voit plus le problème. Vous mettez des gens différents backgrounds, différents sexes, différentes cultures. Il y en a qui vont le dire. Et nous, on a mesuré ça. Et on montre que déjà, rien qu'en 4 mois, au lieu d'avoir 30% de produits qu'on est obligé de rappeler, on n'en a plus que 15%. Et oui, et on dit que c'est du bon sens, mais les gens ne le font pas. Oui. Moi, je suis impressionnée parce que ce que tu dis, pour moi, ça a tout son sens. Ça a tout son sens. Mais ce qui m'impressionne, c'est que c'est scientifique. Là, vous avez bien sûr. Puisque parce qu'on est des scientifiques, nous. Oui, donc nous, mieux. C'est comme quand on faisait la recherche. C'est plus un avis. C'est plus un avis, voilà. Tout a besoin d'être documenté. Nous, on a fait ça moi j'ai fait ça depuis 20 ans. Moi, dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, je faisais hyper attention. Je mesurais ce genre de choses. J'ai souvent engagé des gens qui, sur le papier, n'avaient peut-être pas le diplôme, mais parce que leur background
je me disais on avait besoin. Et après, les former en leur disant, tu vas en cours du soir. Et comme ça, il faut négocier. T'as pas le diplôme, mais t'as l'air bien, je te prends, je te forme en cours du soir et tu dois rester dans l'entreprise pendant 3 ans, obligatoirement, parce que je te paie ton diplôme. Voilà, il faut pouvoir réfléchir à ce qu'on appelle les innovations sociales. Savoir comment on fait pour que je puisse avoir cette diversité dont j'ai besoin. Je suis toute... Bah oui. Et ça, c'est facile, en fait. Et donc, nous, ce dont on s'est rendu compte, c'est que le développement durable, qu'il soit environnemental, social ou économique, ça ne reste pas si ce n'est pas top-down. C'est pour ça qu'on travaille d'abord avec les CEO exécutifs. Donc, en gros, on leur montre. La première étape, c'est parler aux décideurs du top, les mettre dans notre poche, en gros. Quand ils sont OK, quand ils comprennent qu'ils sont OK, en fait, ils vont nous demander de faire un public speaking pour ouvrir les chakras de leur niveau en dessous, d'accord. Ensuite, on forme les exécutifs et on leur montre pour leur entreprise pourquoi ils en ont besoin, avec des données encore. On va faire des workshops, des masterclass, des trainings, voilà. Et après, en fait, on design avec le niveau en dessous la stratégie pour l'entreprise dans les 3 ans. D'accord. Donc nous, comme on sait que les gens, en fait, l'argent c'est important, en fait, parce que ça fait 20 ans qu'on fait ça et qu'on a fait ça dans des entreprises différentes. On a inventé une espèce de façon de calculer qui nous permet statistiquement de pouvoir dire à une entreprise, si vous implémentez des bonnes pratiques aujourd'hui, dans 3 ans, vous pouvez être 50%, 60% plus profitable. Là, ça va pas. Et c'est statistique. D'accord. Et à partir de là, on fait la stratégie avec eux, on leur montre, en fait, on leur dit voilà là où vos leviers d'action, et on va leur dire, voilà. Et on commence toujours avec des quick wins pour qu'ils voient que c'est pas si difficile. Parce que le truc qu'il faut savoir, c'est que quand une entreprise commence, elle ne s'arrête pas. Le plus dur, c'est de commencer, en fait, et de voir que ça a un vrai effet. Voilà. Elle ne s'arrête pas parce que pour sa communication, c'est pourri, parce qu'elle voit qu'elle gagne de l'argent, parce que ses employés sont super engagés. Voilà. C'est pour ça qu'il faut que ça parte du top. On est dans une ère où les gens ont envie de faire mieux, dans ce sens-là. Oui, c'est vrai, mais il y a aussi le fait que si l'argent y rentre... Le nerf de la guerre. Pourquoi je m'arrête? Voilà. Parce qu'il faut se rappeler que ça part du top. Ça veut dire que si le board ou le CEO a mis dans les journaux ou quelque part, on l'entend, a dit à son board, on va faire ça, et que tout le monde a dit OK, ben après, il est accountable. Ça veut dire qu'il est responsable que ça se passe. Donc, ça va être dans les performances de tous les managers, leaders et tout ça. Et donc, maintenant, après, le problème qu'ils ont, c'est souvent... c'est souvent des gens qui ont fait business développement ou commerce qui ont fait une certification de développement durable, donc c'est très superficiel. Voilà, c'est ce qu'on a remarqué. Ou alors, ils pensent toujours, c'est cosmétique. Voilà, dire à tout le monde, prenez une voiture électrique, c'est pas du développement durable, que les choses soient claires. Ou alors, c'est très... ils pensent à leurs bénéfices dans un mois. Et je dis non. À partir du moment où on fait du développement durable, il faut se dire que c'est durable. Donc, les vraies transformations, c'est à moyen terme. On peut vous montrer quelques quick wins maintenant, comme ça vous voyez. Là, souvent, on va nous dire voilà, j'ai ce problème-là. Ils ne viennent pas forcément parce qu'ils veulent être durables, en fait. Ils vont venir parce qu'on fait de business opération. Ils vont dire j'ai ce problème-là. Nous, avant de parler, le premier truc qu'on fait, parce que c'est notre mission, c'est parce qu'on y croit et parce que ça solve beaucoup de problèmes. On va commencer par regarder le côté développement durable social. Et on va regarder... C'est vraiment, comme tu dis, c'est vraiment une mission. C'est ça qui vous drive. Tout à fait. Donc, ça, c'est vraiment le truc. On a commencé là-dessus et on a fait ça. Donc, après, ça a été, comment le former. L'argent a toujours été le départ du truc. Et du coup, maintenant qu'on se développe bien et qu'on grossit, en fait, on a fait une partie pour les startups. Parce qu'en fait, c'est plus facile de commencer bien que de changer. Oui. C'est humain. Oui, non, c'est humain. Voilà. Et donc, on a fait une partie start-up où on aide des start-up à mettre leurs produits sur le marché de façon durable. Donc, ça veut dire... Et il faut se rappeler que quand on est start-up, on n'a pas forcément les moyens d'être durable à 100%. C'est ça que j'allais dire. Donc, on va leur dire... Surtout qu'ils n'ont pas de chiffres, donc comment leur montrer à eux qui vont Donc, après, nous, c'est des startups à partir du moment où elles ont un produit, ils ne peut-être pas commercialisé via le produit jusqu'à Scale-up. D'accord ? Et donc, ça va être les aider avec... Parce que nous, on a un grand network quand même, quand on a travaillé moi, je travaille dans 12 pays. Hein, oui, c'est ça.
Donc, mais c'est ça aussi qui est d'avoir de l'expérience, d'avoir donc, des données déjà. Voilà, comme on trouve les suppliers avec lesquels tu devrais bosser parce que ça va bien. Il y en a, on va leur dire, tu peux pas prendre ça parce que tu n'as pas les moyens de prendre ce produit-là, mais prends celui-là et dans ta communication, tu dis, voilà, le but c'est que dans 3 ans, on soit durable à, je sais pas, 80%, alors que là tu l'es qu'à 50%. C'est pas grave. Il y a des entreprises, des startups qui vont choisir, parce que dans leur mission c'est, je veux faire travailler des femmes africaines et leur donner un salaire décent, et ben elles appuient. On a le droit de choisir. Moi, ma priorité dans les SDG, c'est durabilité sociale. Voilà. Et du coup, on fait en sorte que pour la durabilité environnementale, tout ce qui se passe, le transport soit le mieux possible, mais là, elle aura des émissions puisqu'elle fait venir ses produits, mais qu'en fait, tout le reste soit le plus durable possible. Voilà. Donc, en fait, vous les aidez avant que ces startups se mettent à lever des fonds. C'est ça, pour mettre leur business model parfait. Enfin, parfait, ça n'existe pas, mais le mieux possible. Et après, si besoin, on les aide à trouver des fonds. Voilà. Parce que, pourquoi on les aide à trouver des fonds ? De longue haleine. On les aide à trouver des fonds parce que moi j'ai fait ça. Moi j'ai fait beaucoup d'entrepreneuriat. Ça veut dire, j'étais dans des PME, on développe une innovation, je leur dis, oh ça serait bien ça. Et moi j'ai eu beaucoup de chance, c'est que dans tous les pays où j'ai bossé, on m'a dit, trouve l'argent et fais-le. Donc, beaucoup de chance. Voilà, écrire pour des grandes, trouver des investisseurs, tout ça, c'est des trucs dont on a l'habitude. Et mon business partner a travaillé très très longtemps dans des centres de recherche privés. Donc ça veut dire que c'est des grosses entreprises qui investissent, qu'est-ce qu'elles ne peuvent pas le faire sur place. Donc c'était pareil, il faut trouver les fonds, faut les to convince them, les convaincre et tout ça. D'accord ? Donc ça on a l'habitude en fait. Et donc, ce qu'on fait, et nous, dans l'entreprise, dans Trianon Scientific Communication, on a fait le choix de travailler avec des fondateurs de start-up, dans le côté start-up, qui ont des backgrounds divers. Ça veut dire donc des femmes. Toujours dans la diversité. Voilà. Donc, on prend des femmes et des hommes non blancs et des femmes, bien sûr, non blanches. Pourquoi ? Parce que dans le monde et à Bruxelles, sur 100 € donnés en subside ou par des investisseurs, 70 € vont à des hommes blancs, 20 € vont à des femmes blanches. Voilà. 6 € vont à la population asiatique. Parce que et tout le reste, c'est-à-dire femmes, noirs, latinos, qui restent. Prennent les 80% qui restent. Non. Voilà. Je savais que ce serait des proportions dans ce type-là, mais... Si, c'est assez grand. Il y a plein de données à Bruxelles, donc c'est facile de les trouver. Et donc, du coup... Mais c'est à Bruxelles, aux États-Unis, c'est partout, d'accord ? Donc, du coup, en fait, nous, on se dit... Comme on les aide à pitcher pour qu'elles utilisent ce qui est perçu comme une faiblesse, comme leur force, en fait. Comment on fait ? Cette diversité. Voilà, cette diversité. Et comment on fait pour dire à des gens, investissez chez nous ? Parce que, en gros, parce qu'on est une femme, parce qu'on est black, on est tout de suite vu moins bien. Mais c'est un biais, hein. Comme moins bien, moins compétent, voilà. Parce que moi, je vous dis pas tout ce que j'ai dû avoir, voilà. Mais c'est ça. On va en parler. Et donc, du coup, voilà, on les aide à utiliser ça comme une force. On les aide à comment répondre aux questions pourries, parce que y a les femmes et toutes les populations non blanches ont toujours des questions hallucinantes, qui n'ont pas lieu d'être en fait, mais qui sont toujours là, parce qu'il y a des biais en fait. Et donc, c'est dingue parce que j'ai une autre invitée qui est passée sur le podcast et qui expliquait que elle a été dans une levée, mais un truc que féminin, donc elle se disait là c'est un peu plus safe. Elle s'est mangée un truc d'une violence. C'est violent, oui, c'est très violent. Et pourquoi elle se disait entre femmes, ce sera plus Non, c'est toujours violent, d'accord ? Et je peux dire que et moi là-dessus, je l'ai vu depuis très longtemps, donc je suis extrêmement stratégique à ce niveau-là. C'est-à-dire que même quand je faisais de l'entrepreneuriat et que j'allais pitcher avec des investisseurs, dans mon équipe, j'avais toujours des hommes blancs. Et même s'ils étaient en dessous de moi dans les hiérarchies, et même si franchement, à certains niveaux, voilà, je savais que quand on allait pitcher, il y a 3 étapes. La première étape, c'est pas moi. Voilà. Ils voient que je suis là, mais c'est pas moi. Donc du coup, je les entraîne, je les forme pour que ce soit parfait. C'est ça le problème. Et que eux, c'est de la formation. Et que moi, j'adore la transmission, c'est pas le problème. Mais dans ma stratégie du truc, je veux l'argent à la fin. Je sais très bien.
que la première étape, c'est pas Ouais. moi. D'accord. Ouais, La c'est bien dernière, parce que ça peut chez être toi, moi. c'est le but. C'est hein. cash. Ouais, Oh ouais, c'est le but. Quel est l'objectif? c'est ça. Donc la dernière étape, On ça peut l'atteint. être moi parce qu'ils m'ont vu dans les 3 fois, ils ont vu que c'était des petits jeunes et que je les ai formés, qui pitchent très bien. Donc ils se disent, ah, elle a peut-être un truc. Ouais. Voilà. Et donc, mais la première étape, c'est pas moi. Ça, c'est sûr. Ok. Donc voilà. Et donc du coup, là, quand on est fondateur de son entreprise et qu'on veut aller pitcher, voilà, moi, j'utilise toute mon expérience de machin pour leur dire, voilà comment vous répondez à ces questions-là, voilà comment vous pitchez, et donc selon en fait comme on est, parce qu'il y en a qui sont comme moi, qui sont un peu pushy, et donc du coup on peut y aller cash. Il y en a qui sont plus timides, donc on utilise la force de la personne en fait pour dire voilà, on va travailler sur l'équipe. Peut-être que la personne n'a pas encore, mais dire ah oui, mais je suis au fait de ça, donc voilà qu'est-ce que je recherche, tout ça. Voilà, on va être vraiment très précis là-dessus parce que c'est important et parce que c'est pas juste, mais c'est comme ça. Voilà. Non, c'est pas juste. Pour l'instant, c'est comme ça. Mais voilà. c'est comme ça. C'est voilà, comme ça. Il va falloir composer avec. On doit composer avec, voilà. Mais d'un autre côté, parce que je suis assez réaliste et assez franche là-dessus, peut-être que les gens vont pas aimer, mais je me dis, si c'était inversé, voilà, est-ce qu'on serait mieux? J'en sais rien, en fait. Je suis sûre que non. Voilà. Je pense que c'est juste l'esprit humain qui s'exprime. C'est ça. Et maintenant, voilà. Et maintenant, il est temps que ça change. Je trouve que, en fait, et ce que je dis, c'est atroce de dire ça, mais je trouve que George Floyd, en fait, a été un bon déclencheur. Et ce que j'espère, c'est que les gens vont pas s'arrêter. Que ça continue à... Que ce ne sera pas juste une mode, voilà, ou un effet. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, ça a permis à beaucoup de gens de se réveiller, en fait. Voilà. Moi, oui, la violence, c'était... Et je sais que moi, franchement, je trouvais que c'était hyper violent, mais... Et je me rappelle que, voilà, pendant cette période-là, en fait, parce que j'avais plein de gens que je trouve décents, hein, qui me disent « Mais Audrey, le racisme, depuis quand c'est un problème ?» Et là, je me suis rendu compte que... mais franchement, c'était horrible, quoi. Et donc, j'ai écrit une lettre, en fait, que j'ai appelée lettre... à mes amis qui me voient pas la couleur, tout ça, que j'ai publié dans Medium en fait. Et puis voilà. Et quand les retours que j'ai reçus de plein de gens qui m'ont dit merci et tout, je me suis dit oh mon Dieu, je suis pas la seule en fait. C'est dingue. Et donc c'est ça, voilà. Non mais c'est vraiment dingue parce que c'est vrai que quand il se passe un événement comme ça, l'éveil. C'est ça. Est surprenant. Oui. On se dit bah quoi voilà, c'est ça. On était tout seul, bah non. Tout ça, bah en fait, non. les voilà, gens se réveillent. exactement. Les et gens tant mieux. Et tant mieux. Et donc c'était bien aussi de pouvoir dire aux gens, c'est plus que dire ah mais moi je vois pas les couleurs d'ici, tu les vois déjà, il y a un problème. Et après c'est de dire mais qu'est-ce que tu fais dans ta vie toi pour voilà. Mais certaines personnes m'ont donné de l'espoir quand même parce que je connais, c'est pas la majorité, hein, mais je connais quelques personnes qui en fait s'éduquent. Se forment, s'éduquent et se rendent compte en fait qu'elles ont intégré plein de choses qui ne devraient pas, et donc dans leur façon d'éduquer leurs enfants aussi, elles essayent de faire attention. Et je trouve ça beau en fait, ça me donne de l'espoir. Ouais. Non, voilà. C'est vraiment chouette. C'est chouette c'est de voir vraiment ça. chouette. Mais comme tu disais, avant qu'on passe à la seconde partie, comme tu disais, si la situation était inversée, est-ce qu'on serait tellement mieux? Moi je dis tout de suite non, parce que moi je viens d'un pays, le Cameroun, où il y a énormément de tribalisme. C'est un truc. Moi, j'ai grandi dans une petite zone du Cameroun très protégée et donc j'ai été confrontée à ça vraiment très tard. D'accord. Et je dis toujours aux gens que ça a été plus violent que d'arriver en Europe et de vivre le racisme. C'est ça. Moi, je suis née à Paris, d'accord. Et mes parents aussi sont originaires du Cameroun, mais ils sont arrivés en France très tôt. Hein. Mais voilà. Mais leurs parents sont camerounais, pardon. Et donc du coup, j'ai lu le livre de Michelle Obama. Ah, moi je n'ai pas fini. Voilà. Et donc Michelle Obama, ses parents lui ont dit tu es noire, ça va être un handicap toute ta vie, il faut que tu apprennes à vivre avec. Moi, mes parents m'ont dit si tu n'y arrives pas, c'est de ta faute. T'as qu'à travailler. Parce que je travaille pas assez. Non, mais c'est vrai. Hein. Donc, moi, même en étant en France avec des parents avec super boulot, hein, dans des quartiers où j'étais la seule noire, et ben en fait, mon père, j'ai eu plein de remarques, hein, mais mon père en fait avait toujours une explication. Mais vraiment, mais toujours. Donc je me suis pas rendu compte tout de suite en fait, et j'ai découvert vraiment le racisme à l'université en fait. Je vais à l'université, je vais m'inscrire et le directeur de ma licence me dit non mais rentrez chez vous, on veut pas d'eau. Et là sur le coup, j'ai pas compris en fait. Où ça chez moi? Et franchement, j'ai pas compris. Ah ouais, non, c'est vrai que c'est tard. Et du coup, voilà, j'ai dû aller voir le directeur de l'université qui m'a dit cachez-vous derrière le poteau. Qui m'a inscrite. Et ça, c'est les années quoi 80, 2000 2000 Non, un peu moins. 1980.
15 peut-être, un truc comme ça. C'est Et donc pas il m'a les années dit, 70. voilà. Et parce que j'étais en sciences, donc on n'était pas beaucoup, j'étais la seule fille en plus, machin, mettez-vous derrière le poteau. Ah, purée. Voilà, et comme les examens étaient anonymes, c'est passé en fait. Mais et donc donc voilà, moi j'ai su très très tard. Mais encore une fois, je pense que j'étais un peu dans le déni et aussi parce que je suis PhD. Quand on est docteur en sciences, on sait faire un truc que personne d'autre sait faire. Donc moi, je savais trouver du travail en France pendant ma thèse. J'ai envoyé 3 CV et j'ai à chaque fois eu le en gros, au téléphone, ça se passe super bien. Et puis j'arrive et on me dit... parce que, oui, pardon, quand on est docteur en sciences et qu'on veut être chercheur dans une entreprise, en gros, on doit faire une première étape qui est développer, genre un espèce de... Ils ont une problématique et on donne, par exemple, le plan de ce qu'on ferait comme recherche, en gros. Ça se passe au téléphone et après on y va et on le présente. D'accord ? Ça, je savais même pas que c'était possible. Je pensais que les chercheurs étaient d'office dans les labos. Ah non, moi je des savais... de laboratoire pour la vie. Pas forcément. Okay. Mais moi, je savais que moi je suis science appliquée et donc moi je voulais que ce que je fais, je puisse voir comment les consommateurs en fait le voient. Voilà. Alors que science en laboratoire, on ne verra pas en fait. Oui. Voilà. Donc là, par exemple, celui qui a découvert les ondes, c'est science de laboratoire et moi je serais celle qui a inventé le micro-ondes. Ok. Voilà. D'accord. Donc j'utilise la science fondamentale pour faire quelque chose de pratique. Oui. D'accord. Tout de suite opérationnel. Donc voilà, et donc moi, j'ai eu la porte qui se ferme en me disant mais ça s'entend pas au téléphone que vous êtes noir. Voilà, mais oui. Donc je l'ai fait 3 fois. Ma directrice de thèse m'a dit mets ta photo sans les bras les cons. Et moi j'ai dit bah non, je travaillais ailleurs. Et de toute manière, je voulais découvrir le monde, donc ça m'arrangeait. Et à l'étranger, j'ai toujours été la petite française. Donc ça veut dire... Oui, c'est ça qui est drôle. C'est ça qui est Je sais drôle. pas si tu connais Farid. Non. Le comédien, enfin le stand-upper. Non, je connais pas. Il est capverdien, il est français, ses parents sont capverdiens. Et alors il disait, c'est fou parce qu'en France, je dois toujours me justifier parce que sa peau est basanée, parce qu'il s'appelle Farid, que tout le monde prononce Farid. Et il disait, c'est fou, mais dès que je quitte la France, je deviens le petit Frenchie. C'est ça. Et moi, j'ai jamais été aussi française qu'à l'étranger, mais vraiment chauvine et tout, hein. En Asie, j'ai vécu dans 3 pays, mais vraiment en Europe, en Italie même. J'étais la petite française, quoi, mais vraiment. Hein. Et du coup, c'est vrai que voilà. Bon. Et puis, en venant en Europe, en fait, j'ai travaillé à Belfast. Donc, pour ceux qui ne savent pas, il y avait une guerre avant entre les catholiques et les protestants, qui est toujours un peu en stand-by. Franchement, moi, j'ai adoré Belfast. Sunday. C'est ça. J'ai adoré cette ville et quand on est expat... C'est vrai? Ah ouais, j'ai adoré Belfast. C'est une des 3 villes préférées. Ok, bah, c'est bon à entendre. Et franchement, les gens sont adorables et tout ça. Et moi, je vois mon boss, en fait, un jour m'invite à déjeuner, il me demande « Est-ce que ça va ?» Et je lui dis « Bah oui !» Et il me dit « Je te demande ça. » J'aime bien les gens qui posent des questions, quoi. Okay. Et il me demande « Je te demande ça parce qu'en fait, je crois que tu es la seule noire en ville, quoi. » En ville? Bah oui. Moi, j'en avais jamais vu sur mon passage, hein. Voilà. Et en fait, je lui dis, bah non, tout le monde est hyper gentil et tout. Il me dit, ah oui, ici, c'est la religion, quoi. Tes blagues, c'est mon fantasme. Ils sont focus sur autre chose. Ils sont focus sur autre chose. Mais bon, il était rassuré de savoir que tout se passait bien, d'accord. Bon, après, au bout de 2 ans, il y en avait d'autres qui sont arrivés, mais c'est vrai qu'au début, moi, j'étais toute seule. Mais je pense que tu disais tout à l'heure que tu t'en es rendu compte tard, mais je pense que tes parents t'ont mes parents avaient toujours un mindset. Ils m'ont fait vivre dans le monde des bisounours un peu. Oui, aussi, mais ils ont aussi fait comprendre que c'est pas sur ça que tu devais pleurnicher. En fait, il y a 2 choses. T'as pas bossé assez. Voilà, c'est ça. Mais par contre, j'ai eu des trucs, hein. Moi, j'ai eu des trucs, t'es super, c'est dommage que tu sois noir, ou même comme tout le monde, vous avez un boulot, vous faites un truc, on vous donne pas la promotion parce que on le donne à quelqu'un d'autre qui est moins compétent que vous, puis après on se rend compte qu'on aurait peut-être dû vous le donner à vous, vous devez travailler plus pour le même truc alors que vous êtes beaucoup mieux. On l'a tous eu, d'accord ? Même à l'étranger, hein. Parce qu'il y a un biais général que être black, c'est pas être expert, et être moins compétent, voilà, c'est comme ça, il y a un biais général là-dessus. Mais il y a toujours moi je m'étais toujours dit, quand ils vont voir comment je bosse, ça va aller. Voilà. Et ça a toujours été. Voilà. À part que je me suis rendu compte, mais tard aussi, qu'on était toujours moins bien payé qu'un blanc. Mais voilà. Ça, c'est encore maintenant le cas. Oui, c'est clair. Donc voilà. Et donc ça, c'est vraiment le truc. Voilà. Mais... Donc doublement moins bien payé, femme et noire. Ouais. Le cas. Mais non, mais c'est vrai. Hein. C'est horrible, mais c'est vrai. Hein. D'accord. Parce que, non, mais on l'entend tout le temps, mais je veux dire, l'entends, je le lis, mais j'arrive pas à le... Quand on parle de pay gap, c'est homme blanc, femme blanche. Ouais. C'est tout, d'accord.
On parle Faut jamais. le redire parce Mais c'est que comme ça. pouf, pouf. Voilà. Ouais. Si vous travaillez dans une entreprise, demandez à votre manager si vous êtes payé pareil que votre collègue blanche. Ouais. Si vous répond pas, vous avez votre réponse. C'est tout. Ok, Voilà. ok. Bon, aujourd'hui, on se prend des gifles. Là. Non, mais en fait, par exemple, moi là-dessus, le salaire et quoi le salaire, pour moi, c'est important. Et quand on travaille dans une entreprise, c'est aussi important. La transparence, ça fait partie du développement durable. D'accord ? Donc, nous, comme on sait que c'est un sujet qui est touchy ici en Europe, qu'est-ce qu'on fait ? On a un exercice qu'on fait qui marche à tous les coups. On demande aux gens, écrivez sur leur papier, donc il n'y a pas leur nom, votre salaire, votre niveau dans l'entreprise, voilà, et vos années d'expérience. D'accord ? Et on classe les papiers ensemble, par niveau, quand c'est des grosses corporations, hein, par niveau, voilà, par année d'expérience, et puis comme ça, chacun voit son papier. Mais moi, je ne sais pas qui est qui. Et on classe, on tire en ligne médiante. Et on dit, si vous êtes à gauche de la ligne, vous n'êtes pas assez payé. Après, c'est où vous êtes OK avec ça. Ouais. Ou il est temps de demander une augmentation. Bah oui. Ah ouais, c'est terrible. Parce que là, c'est complètement anonymisé. D'accord ? Et comme ça, on se rend compte, en fait. Ouais. Donc voilà. Data. Quand les entreprises, mais des entreprises qui acceptent d'être transparents là-dessus, c'est pas encore la majorité. Oui, Moi, je vois j'imagine. les entreprises qui ont accepté de faire ça. Donc encore une fois, il faut que le CEO soit dans votre poche, sinon c'est impossible. Hein. Oui, D'accord ? j'imagine. Eh bien, là, ça c'est une des premières entreprises avec lesquelles on a travaillé, par exemple, aujourd'hui, mais les entreprises, ça n'a rien à voir, quoi. Lui, il n'a pas de problème de quiet démission, les gens sont hyper engagés, même les gens qui partent, des fois, ils sont tristes de partir, mais leur manager leur dit, il est temps que tu partes pour apprendre ailleurs et peut-être que tu reviendras. Wow. Ça marche très très bien, en fait. Mais la personne, elle avait travaillé sur le long terme, quoi. Ça, c'est super. Ouais, il faut être visionnaire quand même. Voilà, Ouais. mais il faut savoir que il faut aimer ce qu'on fait. Il faut aussi savoir que son entreprise, l'innovation, ça vient pas du ciel, ça vient des gens. À partir du moment où on met ça, on se rappelle que l'innovation, le travail, ça vient des gens, en fait. On agit différemment. Et puis après, voilà. Et tout ça est lié au profit, quoi. Moi, pour moi, une entreprise doit faire de l'argent. Ouais. Sinon, elle meurt. À quoi ça sert une entreprise morte ? C'est ça le truc. Non, mais c'est dingue, hein, mais je pense qu'on est tellement formaté à penser autrement Oui. que, heureusement, ce truc du profit, tu le mets tout de suite en avant, mais on est tellement formaté à penser autrement, Tout à fait. la transparence, c'est pas quelque chose qui est si évident Mais que non, ça. et en fait, ça paye toujours. Oui. Et là, aujourd'hui, les entreprises, elles ont intérêt à faire ça parce qu'avec le Green Deal, il faut qu'elles se changent pour que des investisseurs potentiels investissent chez eux. Parce que les investisseurs, maintenant, ils ne peuvent plus investir dans des boîtes qui ne sont pas durables. Hein. Ouais. C'est plus possible. Hein. Donc voilà. Et tout ça. Et donc, du coup, il y a plein d'endroits. Il y en a qui vont venir nous voir parce qu'ils achètent tout en Chine et qu'avec le Green Deal, ça va être horrible. Ouais. Et donc, on leur montre que près de chez eux, il y a des gens qui font presque la même chose. Et que ce serait bien d'aller leur parler pour voir si on ajoute ce produit dans leur chaîne, est-ce que ça change quelque chose ? Et souvent, ça ne change pas grand-chose. Et donc, je leur dis, voilà, maintenant, vous achetez à côté, ça vous coûte. Ça vous coûte un petit peu plus cher pour le produit lui-même, mais comme vous n'avez pas le transport, ça vous coûte beaucoup moins cher. Et comme il n'y a plus de transport, vous diminuez vos émissions CO2. Voilà. Vous faites une pierre deux coups. Voilà. Et ça, c'est pour votre rapport ESG qui va être obligatoire pour tout le monde bientôt. Ça, c'est super. Par exemple. Voilà. Tout le monde est au courant, ça va être obligatoire. Moi, je ne savais pas. Donc c'est bien Et donc, il faut pouvoir parler aux gens en partant d'eux, en fait. Et pas un truc général que tout le monde doit suivre. C'est ça. Voilà, il faut C'est pas de la religion. C'est pas de la vraiment, religion, non. Ouais. Et on a le droit de... Et moi, il y a des gens qui viennent me voir en me disant, ça me fait chier, mais je sais que je dois le faire. Okay. Et voilà. Et moi, j'ai aucun problème là-dessus, quoi. D'accord. Ouais, c'est bien, au moins les choses sont dites. Et Et après, avec la pratique, avec le truc, et ben en fait, on va commencer par des choses qui, lui, vont lui parler. Ce CEO, cet exécutif qui ne veut pas le faire, mais qui doit le faire. Voilà, on commence avec des choses qui, lui parlent. Comme ça, je sais que je peux l'engager sur autre chose. Ok. Voilà, c'est ça. Okay. Super, bon, ça, c'est la présentation. On a fait 20 minutes, mais c'est pas grave, c'était passionnant, franchement. Et tu vois, depuis que je te connais... J'arrive pas à comprendre ce que tu fais. Et pourtant, je lis les posts. Tu m'as invité plusieurs fois, je suis venue. Oui. Je te suis sur LinkedIn. Et j'arrivais pas à cerner le personnage. Là, maintenant, c'est bon. Là, c'est bon. Grande ligne, c'est mettre le développement durable profitable.
Ouais. Donc, mon entreprise, je fais ça dans les entreprises, d'accord? Et donc, du coup, j'aide les entreprises à être durables ou à le devenir ou à commencer de façon durable. Ouais. Je travaille avec des entreprises qui sont de start-up à intermédiaire parce que je veux pouvoir faire la stratégie avec le CEO. Pour les grosses entreprises, aujourd'hui, c'est beaucoup du social sustainability, diversité, pour leur apprendre pourquoi, comment elles peuvent faire de l'argent en faisant du bien. Voilà, donc on va parler du développement durable en général et je vais focuser en nous montrant, vous diminuez vos émissions parce que vous êtes plus divers. D'accord? Et donc voilà, et donc je vais toujours, même s'ils me demandent on voudrait faire un truc sur l'énergie, machin, je mets toujours de la diversité. D'accord? Parce qu'il faut qu'ils comprennent que c'est le clé de leur succès. D'accord? Voilà. Après, ça c'est mon travail de jour. D'accord? Oui, c'est bien de le préciser parce que... Ensuite, moi donc bien sûr, on veut avoir un impact sur la société et je pense qu'il y a plein de choses à faire qu'on ne voit pas. D'accord? Donc maintenant, si on se dit, les politiciens sont réactifs, sont jamais proactifs. Une fois jamais voté parce qu'ils se disent c'est bien, c'est parce que des gens ont dit... on fait des grèves, on dit qu'il y avait un problème, et machin, et du coup, un député a repris le truc, et du coup, la loi est arrivée là-haut. D'accord? Donc, quand une loi est votée, en fait, ça veut dire qu'il y a un problème qui vient du privé et du public, et c'est débattu. D'accord? C'est débattu en haut. D'accord? Pour peut-être devenir une loi. D'accord? Si on veut que les problèmes, aujourd'hui, les problèmes qui remontent, c'est les problèmes d'hommes blancs. D'accord? Si on veut... Pour moi, le truc le plus récent, c'est la retraite à 67 ans chez les Français, mais bon. Voilà, c'est 64 déjà. C'est 64? Bah non, c'était 62 avant. Mais le truc de la retraite à 64 ans, le problème, c'est pas 64 ans, c'est qu'on a le droit, c'est que rien n'a été fait pour améliorer le travail des seniors. Parce qu'en France, à 55 ans, on est au chômage, on trouve plus de boulot. Donc s'il y avait eu un travail en amont qui permet aux gens qui ont eu un travail pénible de se reconvertir, autre chose, aux gens qui ont 55 ans, tu vois, de trouver un travail sans problème, il y aurait moins de pression dans la rue, je pense, en fait. Le problème, c'est qu'en France, aujourd'hui, à 55 ans, on est au chômage, on attend 10 ans d'avoir sa retraite, quoi. On est obligé de faire des petits boulots, genre caissier et tout ça, parce qu'on ne trouvera pas de boulot. C'est ça, en fait, le problème. Et que les gens qui ont travaillé en sidérurgie et tout ça, c'est normal qu'ils aillent à la retraite avant, mais si on veut vraiment les faire travailler autant, ça veut dire qu'il faut qu'à un moment de leur carrière, il y ait un truc qui soit mis en place pour qu'ils puissent se reconvertir en travail de bureau, par exemple. Sinon, c'est pas possible, en fait. Voilà, c'est ça, en fait, le problème. C'est pas tellement la retraite à 64 ans, en fait. Donc voilà. Mais je sais plus de quoi on parlait. Oui, donc voilà. Donc dans le public, moi, il y a le côté public. Donc c'est pour ça que avoir dans le privé, des gens divers là où les décisions sont prises, c'est important parce que ceux qui discutent avec ceux qui font les lois, qui vont à la COP28 et tout ça, c'est des CEO, hein. C'est pas bah oui, c'est des CEO, c'est des exécutifs, c'est des boards. Le privé qui va discuter avec des hommes politiques, oui. C'est le top de l'entreprise. Donc, il faut qu'il y ait de la diversité. Sinon, c'est toujours les mêmes qui y vont. D'accord? Et dans le public, en fait, c'est pareil. Vous connaissez beaucoup de politiques qui sont pas blancs? Il y en a pas. Okay? En Europe, surtout. Donc, moi, Audrey, parce que je crois vraiment que cette diversité de façon de voir le monde est importante pour que tout le monde puisse y voir son compte. D'accord? Eh bien, je suis aussi, depuis un an, la présidente d'une association qui s'appelle le Brussels Binder. Et en fait, cette association, qu'est-ce qu'elle fait? Une association que tu as créée? Non. Donc, elle existe depuis 6 ans. J'ai commencé en tant que volontaire il y a 4 ans, 4 ou 5 ans. 4 ans, ouais. Et puis, j'ai été élue présidente. D'accord? Et donc, voilà. Et donc, moi, le truc du Brussels Binder, c'est ça. C'est que, avant que je sois présidente, le truc, ça a été créé par des femmes bruxelloises ou background socio-économique élevé, qui en avaient marre de ne pas pouvoir être à l'Union européenne, dans les débats politiques, et qui ont créé une association normale, d'accord? Donc elles ont créé une association pour elles, pour être visibles, et pour dire le leadership, c'est toujours masculin, pourquoi? Elles ont raison. Pourquoi dans tous les policy debates, il n'y a que des hommes, d'accord? Même pour des trucs parlant de femmes, il n'y a que des hommes. Et ils mettent des photos, et ils publient les photos. Ça veut dire qu'ils ne se rendent même pas compte qu'il y a un problème. Eh oui! D'accord. Ou c'est tellement normal Voilà. Parce que c'est un biais encore. Et donc, le Brussels Binder a été créé pour créer une database pour montrer que des femmes compétentes dans tout... Parce qu'en fait, oui, quand on leur demandait pourquoi il n'y a pas de femmes, ils disaient on ne sait pas où les trouver. D'accord? Donc, au début, le but, c'était de créer une database de femmes expertes dans tous les domaines pour dire, si, vous pouvez rechercher sur la database. Vous n'avez plus d'excuses. Voilà. D'accord?
Moi, je suis rentrée au Bruxelles Binder parce qu'une femme extraordinaire qui s'appelle Bianca Balmer crée un nouveau groupe qui s'appelait Monitoring and Evaluation. Et moi, en tant que scientifique, je me dis super, il faut des données. Parce qu'encore dire, il n'y a pas assez de femmes, c'est nul. Mais pour pouvoir dire sur 100 conférences, le nombre de femmes, ça c'est super important. D'accord. Donc je suis rentrée dans ce groupe, en fait, pour ça. Pour dire, parce que je voulais des données concrètes qui prouvent que c'est vrai, en fait. Et pas que ce soit juste pas. On sent que. Voilà, un avis. Et donc, du coup, on a monitoré en partenariat avec d'autres assos en Europe. Et on s'est rendu compte que sur tous les sujets, même les sujets qui parlent de genre, sur 100 speakers en Europe, on en a 69 hommes blancs. On a 3 hommes pas blancs. On a une femme pas blanche. Et le reste, c'est femmes blanches. Donc, une femme pas blanche. Et le reste, c'est femmes blanches. Donc, sont des experts sur ce type de sujet. Sur les panels de discussion. Voilà. Experts sur ce type de sujet. Et on va bien. C'est dingue les chiffres que tu donnes. Hein. C'est délirant, d'accord et moi aussi, en voulant. Donc, on me rend compte de ça. Je dis au Bruxelles Binder, il faut faire un groupe diversité et inclusion. Il faut parler de. C'est plus que genre, en fait. D'accord. Donc le Bruxelles Binder s'occupe des femmes, avoir plus de représentativité de femmes, mais c'est plus que genre en fait, d'accord. Et donc, c'est en étant volontaire dans ce groupe, alors Audrey, moi, donc je vous ai dit que j'étais une femme noire, mais en fait, quand vous voyez mon CV, mon éducation, ma famille, si c'est sur papier, vous vous dites que je suis blanche et que je suis un homme. Voilà, c'est tout. Hein. Oui, c'est triste, mais c'est comme ça. Et donc, j'ai rentré là pour pouvoir donner mon expertise, mon temps pour pouvoir faire ça, mais en fait, je me suis rendu compte, elle ne parle pas pour moi. Pourtant, en socio-économique background, on est pareil. Et je me suis dit, elle ne parle pas pour moi. Et en fait, c'est comme ça en fait, que j'ai découvert ce que voulait dire white feminism. D'accord. Parce que, en fait, moi, j'ai découvert ce mot ici. Voilà, et donc j'ai lu une thèse là-dessus, en fait. Une thèse là-dessus, il y a une thèse là-dessus. Et donc je me suis dit, ok, moi, maintenant, il y a 2 choix. Je ne donne pas mon temps à une entreprise, à une organisation qui ne veut pas comprendre, en fait. Et donc, du coup, j'étais prête à partir, en fait. Mais la présidente précédente, en fait, s'est rendue compte qu'il y avait un problème. Et 2 personnes du board ont step down. Et il y a des nouvelles élections. Et je me suis présentée en disant, je veux parler d'intersectionnalité. Voilà. Et que ça, c'était important. Et j'ai été élue, ce qui est... J'étais hyper surprise et hyper heureuse d'avoir été élue, parce que des gens qui pensent que l'intersectionnalité, en fait, c'est diluer le message, parce qu'on parle plus de genre, mais d'intersectionnalité, je dis non. L'intersectionnalité, c'est pour montrer, c'est pas individualité, c'est pour montrer que le monde doit être fait pour tout le monde, et pas seulement pour une sorte de personne. Tenir compte de tout le monde. Donc quand on dit... super. Voilà. Et donc nous, on parle de femmes, et les gens vont dire, oui, mais c'est trop... voilà, vous pouvez pas parler de toutes les femmes. Je dis non. Quand on parle d'intersectionnalité, on parle de femmes on parle de femmes et quelque chose. Comme moi, en tant qu'une femme qui a un problème de mobilité, on ne sait pas si elle est discriminée parce que c'est une femme ou parce qu'elle est en fauteuil roulant, par exemple. On ne sait pas, c'est les deux. On ne sait pas. Une femme qui est, qui est neurodiverse, on ne sait pas pourquoi. Mais par contre, quand on regarde les données, elles sont discriminées. C'est ça le truc. Les données montrent qu'elles le sont à mort, d'accord ? Et donc, du coup, le but, c'était vraiment de pouvoir parler de ça, de pouvoir dire... Une panel discussion, ça n'existe pas à Bruxelles. D'accord ? À Bruxelles, on a des panels, que des hommes. Parfois, maintenant, en contre-coup, on appelle ça des femelles, je crois, que des femmes. D'accord ? Ça n'arrive pas souvent. Hein. Il y en a un pour 1000, hein. Ça arrive souvent. Mais on n'a jamais de divers, c'est-à-dire des hommes, des femmes, pas blancs, avec un handicap peut-être, avec pas que des jeunes, pas que des gens de Bruxelles, pas que machin, parce que Bruxelles maintenant est quand même divers. Hein. Je crois que c'est la 2e ville la plus diverse au monde quand même. C'est pour ça que j'y vis. Et encore plus que ça. Donc les gens, pour nous, au Bruxelles Binder, un panel, ça doit représenter la population. Et en Europe, il y a 25% de personnes qui ont un handicap, visible ou pas visible, et il y a 15% de personnes qui ne sont pas blanches en Europe. Les données sont là. Alors, personne ne veut compter en vrai, mais il y a plein d'assos qui comptent. D'accord ? Et c'est updaté tous les 2 ans. Donc en Europe, il y a 25% de personnes, par exemple. C'est dingue, il faudrait qu'on ait plus de chiffres parce qu'on vit dans un monde parallèle. Hein. Alors, il faut compter aussi les personnes qui sont ouvertement homosexuelles. Ça se compte aussi parce que dans les textes européens, il y a un pourcentage de personnes...
Par exemple, quand on regarde tous les textes européens, là, le nouveau texte là, où il y a 40% de femmes en executive board qui a été voté il n'y a pas longtemps. Ok, non, ça je connais pas. Et ben, en fait, il n'y a pas longtemps, un texte qui est resté 10 ans dans les tiroirs et qui finalement a été voté, disant qu'il fallait 40% de femmes à des boards. D'accord ? Qui est très bien. Mais en fait, dans ce texte, il y a un pourcentage pour les personnes qui ont un handicap, il y a un pourcentage pour des personnes qui sont ouvertement homosexuelles, et pour l'ethnicité, il n'y a rien. Parce que personne ne veut parler de ça. Personne ne veut avoir la discussion qui fait peur, en fait. Oui, voilà. Oui. Mais il n'y a pas à avoir peur. Les gens, il y a des données. Pourquoi voilà. Il y a des données et on les utilise. Point barre. Et puis les gens qui ne veulent pas avoir ces discussions dans leur travail, pourquoi ? Posez-moi la question. Moi, toutes les personnes que je connais à qui on a posé des questions ne sont jamais dit je te réponds pas, tu devrais savoir. Jamais. Voilà. Il y a deux cas de figure. Il y a des gens et qui devraient ne pas le faire d'ailleurs, qui ont un travail et qui en plus doivent éduquer les autres. Non, tu donnes un bouquin et tu leur dis lis ça, après on discute. Quand vous allez faire le tour du monde, vous lisez des trucs sur le pays. Hein. Quand vous allez au resto, vous regardez le guide du resto. Donc pourquoi pas ça ? C'est de l'éducation. Ouais. Et après, on en discute. Ou alors, les entreprises engagent des gens compétents pour former tout le monde. C'est pas aux gens qui sont discriminés de devoir former la population. Ils sont fatigués, quoi. Avoir des discussions. Éducateur à temps plein. C'est ça. Avoir des discussions pour voir que quelqu'un vienne me poser des questions, il n'y a aucun souci. On a une discussion autour d'un café. Je te dis, lis ce bouquin, parce que c'est la base, et puis après, tu viens et tu me poses tes questions. Ok. Mais c'est pas à moi d'éduquer toute la boîte, parce qu'il n'y a pas eu, parce qu'il y a un problème. Comprenez ? Et les gens qui font ça gratuitement, en plus de leur boulot, quoi. Oui. C'est ça qui est délirant. Voilà. Et qu'ils le font avec beaucoup d'enthousiasme et qui se disent « Oh, ma boîte va avancer », mais en fait, ça n'avance pas. Parce que vous n'avez pas le budget, parce que ça ne vient pas de là-haut. Voilà. Et donc, ça n'avance pas. Vous vous fatiguez pour rien. C'est ça, le truc, en fait. Donc, c'est pour ça que pour moi, je viens de là-haut. Donc même quand quelqu'un dans une boîte vient me voir... j'adore ton message. Ah oui, même quand quelqu'un dans une boîte vient me voir et qu'on parle de, voilà, je voudrais faire ce training, je dis, est-ce qu'aux prochaines réunions, on peut avoir ton manager ? Avec le manager, je dis, est-ce qu'on pourrait avoir votre directeur ? Voilà, il faut que ça vienne de là. Sinon... L'efficacité est zéro, parce que moi, je monitore tout. Je fais un training pour un truc, je regarde les effets. Donc on dit, pourquoi vous voulez ce training ? Qu'est-ce que vous espérez améliorer en faisant ce training ? On mesure les effets. C'est scientifique jusqu'au bout. Sinon, ça n'a aucun intérêt, en fait. Oui. Sinon, il y a plein de gens... Sinon, on reste dans son mon avis, ma religion, c'est bleu, non, c'est bleu, voilà, exactement. C'est rose. Et donc, il y a des gens, des entreprises qui sont vraiment super. Il y en a, par exemple, on en a rencontré une, mais c'est vraiment extrême. Mais c'est extrême dans le positif. Et c'est ça, en fait, quand on dit... c'est plus que de l'égalité, c'est de l'équité. D'accord ? C'est une entreprise qui va se dire, mais c'était pas une entreprise en Belgique, qui va me dire, moi, là, qui a avancé vraiment dans son truc et qui maintenant me dit comment je fais pour avoir une vraie équité. D'accord ? Mais elle est genre au stade 4.0, plein de choses ont avancé. Et bien, un des exemples de vraie équité, d'accord, c'est que dans l'entreprise, il y a des gens qui sont catholiques, des gens qui sont protestants, des gens qui sont indiens, des gens qui sont musulmans, voilà, et des gens qui sont d'origine asiatique. Qu'est-ce qu'elle fait ? Ce que le CEO a fait, c'est que dans le calendrier de l'entreprise, il y a tous les bank holidays de chaque religion, en fait. Mais ça, c'est du boulot. Ouais, non, mais c'est trop... Mais là, il est au niveau 4.0, d'accord ? Donc, ça veut dire que les musulmans bossent à Noël, mais par contre, bossent pas dans leur jour. Voilà. C'est la folie. Mais ça veut dire qu'il y a eu un travail de fond là-dessus. Ça a l'air compliqué quand je le dis comme ça, mais en fait, non. Parce qu'à partir du moment où c'est intégré dans la mission d'entreprise, dans la stratégie de l'entreprise et tout ça, en fait, il a plus de clients. Parce qu'il y a des jours, les vacances de Noël où tout le monde est éteint, en fait, dans des parties du monde, ça bosse à mort. C'est ça le truc. Et en faisant comme ça, en fait, ça bosse. Il y a des lumières qui s'allument. Voilà. Et en fait, il gagne. Bien sûr, l'implémentation, ça a demandé de vraiment... Mais il a décidé de prendre le temps de faire en sorte que ça se passe bien. D'accord ? Que tout le monde intègre le truc. Et du coup, il y a une grande confiance envers ses employés. Tout le monde travaille à fond parce qu'ils savent que, voilà... Quelqu'un qui fait le ramadan, c'est la fin du ramadan et sait que c'est un day off pour lui, c'est quand même cool de savoir que t'as pas à prendre sur tes vacances. C'est comme toi, tu bosses à Noël parce que Noël, tu t'en fous, mais ramadan, c'est important pour toi. Voilà. Et ça, voilà. Et là, c'est vraiment quand on est au niveau de l'équité. C'est-à-dire qu'il y a eu tout le travail d'avant, de transparence, de machin, de je fais confiance aussi à mes employés, je montre à tout le monde, à toutes les étapes, comment je rapporte de l'argent avec ça, en fait. Il montre à son board à chaque fois. Chaud, hein. Bah oui, mais en fait, ça se mesure.
Parce que là, maintenant, au début, le board était là. Oui, non, mais là, c'est compliqué. Même réaction, d'accord? Laissez-moi 6 mois, laissez-moi 1 an, je ne sais plus combien il avait négocié de temps, d'accord? Et pour nous, en fait, l'important, c'est que ça devienne normal. Donc, on reste jamais plus de 1 an dans une boîte. Ah oui? Ah oui, le but, c'est que développement durable, ça n'existe plus. Que ça soit juste façon normale de travailler. D'accord? Ah oui, c'est ça le but. Oui, que ce soit une façon normale de travailler. Ouais. Moi, je transpire un peu parce que j'ai pas une grosse entreprise, un petit cabinet, mais même à mon tout petit niveau. À tous les niveaux, on peut faire plein de trucs. Les tonnes de trucs à transformer. Mais non, mais voilà. Donc, j'imagine une grosse boîte. Il doit m'avoir chaud. Oui, chaud. C'est pour ça que les boîtes qui ont déjà des chiffres sustainability officer, on ne travaille pas avec elles à ce niveau-là, parce que c'est une personne, un département qui fait tout, alors ça devrait être cross-département. Et donc moi, il faut que je puisse parler au CEO, au board, donc on travaille jusqu'à intermédiaire, 4000. Parce que le CEO est toujours approchable. D'accord? Pour pouvoir changer toute l'entreprise, pour qu'à chaque poste, en fait, on peut se dire qu'est-ce que ça veut dire pour toi. D'accord? Dans les grosses boîtes, on fait beaucoup de public speaking, on ouvre les chakras beaucoup. Voilà. Et puis, il y en a. Et puis, on va faire par département. Donc, il va faire un groupe, va le faire. Donc, le CEO va me dire voilà, je voudrais que vous essayiez dans ce groupe-là. Mais en fait, c'est là où ils ne comprennent pas encore. Donc, on va le faire sur un truc précis pour montrer, en fait, quick win, que ça peut avoir un impact super. Mais le point négatif, c'est qu'en fait, on ne peut pas être durable tout seul. Donc même une équipe dans une grosse zone ne peut pas être durable. On est durable avec les équipes qui interagissent avec moi, avec mes fournisseurs à l'extérieur, avec tout ça. Et donc c'est beaucoup plus facile quand on a l'action sur le CEO en fait. Parce qu'on va lui dire, regardez vos fournisseurs par exemple, ils sont tous en Chine, il y a un problème. Donc il faut rapatrier de plus en plus. Déjà, diversité d'endroits. Après, vous travaillez qu'avec des gens, même diversité de fournisseurs. D'accord? Pas travailler qu'avec des hommes, pas travailler qu'avec des femmes. Ça vous permet, si jamais il y a un problème, on a un backup en fait. Si je travaille qu'avec le même type de personnes, le jour où il y a grève et que ça a un problème, tout le monde fait grève. Bah oui! Et c'est pour ça que la diversité est importante. Parce que je vois un problème avec différents yeux. Et ça, c'est la base. Sous tous les angles. Voilà. Et nous, on montre aussi que, forcément, parce que c'est notre corps et c'est notre background, comment ça permet de diminuer les émissions CO2 de ta boîte, comment ça vous rend plus durable et tout ça. Mais au lieu, comme les gens pourraient penser, parce qu'on est des scientifiques, qu'on est des chercheurs dedans, de dire voilà comment on fait pour diminuer les émissions CO2, on va dire montrez-moi votre entreprise et on va toujours essayer de commencer par montrer comment la durabilité sociale va régler ton problème. Parce que c'est la base, en fait. C'est la base. Voilà. Mais bien sûr, on travaille sur déchets, circulaire économie, tout ça. Mais on va montrer que, en fait, et la durabilité environnementale, elle en découle, en fait. Il y a plein de choses qui se font, mais vraiment, il faut travailler sur les trois en même temps. Donc, le profit en premier, même si les gens qui font du développement durable n'aiment pas quand je dis ça, parce que c'est souvent, les gens ils disent souvent, qui préfère les gens au profit? Non, il n'y a pas à préférer. On doit travailler sur les trois en même temps. Et ça sert à rien de se masquer. C'est ça. C'est les trois en même temps. Une entreprise qui a des employés super heureux, qui fait en sorte que son impact sur la planète soit le minimum possible et qui ne fait pas d'argent, elle meurt. Et ça ne profite à personne. Ça profite à personne. Voilà. Donc moi je préfère une entreprise qui n'est pas parfaite et on va justement faire en sorte qu'il n'y ait pas de greenwashing ou de social washing. Ça c'est encore pire, l'entreprise qui fait moi je suis pour les femmes et quand on regarde l'entreprise les femmes elles sont toutes secrétaires, il y a un problème. Mais aujourd'hui avec la loi, une entreprise qui a toutes ces femmes qui sont femmes de ménage peut dire on a 50% de femmes et dans son rapport c'est ok. Oui, la loi, dans son rapport c'est ok. C'est énorme. Ah bah oui. C'est ça le truc. En tout cas, tu m'as rallumé les lumières où il fallait. Tu vois? Là, il y a plein de choses compris. On va juste revenir sur mon programme parce que je me suis laissée emporter par ton discours. J'ai bu tes paroles et j'ai oublié mes questions. La question suivante, c'est le terme afropéenne. Est-ce que c'est un terme que tu connaissais déjà? Oui. Et est-ce que tu es OK de te mettre dans cette case? Oui, alors. Moi, en tant que Française, si on me demande, je dirais toujours je suis française. D'accord. Mais en même temps, si on compare avec Afro-Américain, moi je suis née en France,
Donc je me considère européenne et je suis black. Donc afropéenne, je trouve que ça définit bien. Ça te va. Ça te va parce qu'il y a tellement de termes. Non. Oui. Et donc question suivante. Ta vie. Ma vie. Qui es-tu? Qui je suis? Comment s'est passé ton enfance? Donc tu as dit il y a quelques petits... oui. Voilà. Donc j'ai été... donc moi je suis... Quel est ce parcours d'exception? Non, mais en fait moi je suis toujours très admirative des gens qui se sont formés tout seuls. D'accord. Moi j'ai un parcours quand même très linéaire. Donc mon seul truc, c'est que quand j'étais petite, j'ai passé 3 ans à l'hôpital. Et donc, du coup, mon cerveau, en fait, j'ai appris à me servir de mon cerveau beaucoup, d'accord. Et donc, je savais m'en servir et je m'en suis servie, quoi. J'ai été très linéaire, j'ai fait, des études, j'ai eu mon bac très tôt, et j'ai fait université, école d'ingénieur, PhD, d'accord. J'ai pas eu de hic-hop dans mon parcours, j'ai utilisé mon cerveau. Par contre, je suis très nulle avec mes mains. Je suis pas manuelle, d'accord. On peut tout avoir. On peut tout avoir. Les langues, c'était toujours important pour nous. Donc, moi, j'ai appris, j'étais dans un collège américain, j'ai appris l'anglais très tôt, tout ça. Je me suis américain en France. Ouais, mes parents, en fait, sont aussi d'origine camerounaise et il y avait l'anglais-français. Oui, voilà. Et donc, du coup, pour eux, c'était très important qu'on parle l'anglais couramment, très jeune, d'accord. J'ai fait du latin et tout, tous les trucs, quoi. Et puis, je savais que je voulais découvrir le monde. Donc, il fallait que je fasse une... J'ai pas toujours voulu être chimiste, moi, je voulais chercher du pétrole... sur les plateformes pétrolières et de le faire de façon le faire de façon moins polluante et tout ça. Mais en fait je voulais faire un stage quand j'étais en licence et on m'a dit non mais mademoiselle, jamais on engagera une femme, ça doit faire avec que des mecs dans 3 mois, quoi. Changez tout de suite parce que vous trouverez jamais de boulot. Moi j'ai vu 2-3 films avec des mecs sur des plateaux, ça donne pas envie. Non. Et donc j'ai continué mes études de chimie physique et puis en fait j'ai failli savoir conduire un avion avant de conduire, en fait. Parce que quand j'étais avant ma thèse, l'année avant la thèse, à l'époque ça s'appelait un DEA, un diplôme d'études approfondies. Donc on faisait un master, un diplôme d'études approfondies, et après la thèse, d'accord. Et en fait, j'avais passé le concours pour être pilote chez Air France. Et et en fait l'examen, en fait le dernier examen du pilote était en même temps que mes examens à l'université, en fait. Et donc je vais parler à un pilote qui me dit, je lui demande qu'est-ce que je fais, et il me dit va passer tes examens à l'université parce que pilote maintenant c'est chauffeur de taxi, c'est plus aussi bien qu'avant. Et il avait raison. Parce que quand je vois c'est la personne qui fait basculer. Voilà, c'est ça, qui fait basculer les trucs. Et je suis très contente, hein. J'ai voyagé dans plein de trucs et j'ai fait des projets super. Donc entre utiliser des nanoparticules, utiliser du CO2 pour faire autre chose. J'ai travaillé en food, cosmétiques, textiles, énergie, matériaux, en gros, voilà. J'ai travaillé vraiment pour des choses fantastiques comme nettoyer les vestes de pompiers parce qu'on s'est rendu compte que les pompiers mouraient à 60 ans alors qu'ils étaient à la retraite à 55 dans le nord de l'Europe. Et en fait, c'est parce qu'ils lavent jamais leur veste. Donc, ils ont toujours des masques quand ils éteignent le feu, mais ils lavent jamais leur veste. À chaque fois qu'ils portent leur veste, ils respirent en fait tous les contaminants. Ok, d'accord. Et donc, du coup, on a inventé une machine à laver parce qu'on ne peut pas les laver avec de l'eau en fait. Et donc, du coup, on les lave avec du CO2 et du coup, on les et ça garde toutes les propriétés, du eau ignifuge, hydrophobe et tout ça. Et donc donc ça c'est super, j'ai travaillé sur des projets vraiment extra, avec des équipes super. Et j'ai vécu en Asie, en Europe. Voilà. Parce que tu étais dans des entreprises Parce que en fait, je m'ennuie vite. Donc en gros, après ma thèse, j'ai été recrutée en Malaisie. Je savais pas où c'était sur la carte. Mais ils sont venus à ma soutenance de thèse à Paris, ils m'ont engagée, j'y suis allée. Après, je suis restée en Asie dans 2-3 pays parce que en fait, je reste 3 ans et puis je m'ennuie. Et donc je cherche dans un autre pays le niveau dessus. Voilà, j'ai fait comme ça en fait. Voilà. Et puis je suis revenue en Europe parce qu'au bout d'un moment, l'hiver me manquait. On va couper cette petite podcast. Je rêvais le Père Noël, quand il fait 30 degrés, c'est bizarre quoi. Non, vraie française. Voilà, le fromage, l'hiver me manquait. Donc voilà, je rêvais d'allumer le chauffage en fait. Voilà. Donc je suis venue en Europe et j'ai fait Italie, Belfast, Amsterdam et je suis arrivée en Belgique. D'accord. Et franchement, je pensais que la Belgique ce serait comme la France. C'est pas du tout comme la France. Non. C'est marrant l'Europe qu'on soit tous si d'un côté et tous si différents. Mais donc j'habite à Bruxelles. Quand je dis Belgique, c'est Bruxelles.
Une ville que j'adore parce qu'il faut habiter à Bruxelles pour comprendre ce qui s'y passe. Et je trouve pour la culture, tout ça, c'est génial. Mais une ville que j'avais hâte de quitter parce que je pense que c'est ici que je trouve que c'est une ville extrêmement raciste. Bruxelles ? Ouais. Malgré la diversité, et ben, je trouve qu'une femme, en tout cas une femme, quand elle est... j'ai parlé à d'autres personnes qui ont le même ressenti, mais quand on est technicienne de ménage cuisinière, ça va bien. Mais à partir du moment où on est dans des postes plus hauts, en fait, il y a un espèce de truc qui m'a fait mal, en fait. Voilà. Et même dans la rue, moi, mon mari est blanc, et dans la rue, tout ça, des fois, il y a des trucs que je me dis... que tu ressens pas dans d'autres... je peux pas dire France parce que j'ai jamais travaillé en France, et dans tous les autres pays, j'étais habituée française, en fait. Donc j'ai jamais... Je trouve qu'ici, ça m'a frappée, quoi. Ah, tiens. Comme le musée de l'Afrique, où je trouvais que c'était horrible. On m'a dit que c'était le deuxième, je me dis, waouh, c'était quoi le premier ? Ouais, voilà. Je pense que mon frère... Voilà. Et là, franchement... c'est absolument d'accord avec toi. C'est atroce, quoi. Ouais. Et donc, je trouve... Et j'ai parlé à des Belges afropéens qui, en fait, ont la même chose. Donc, je me dis, c'est pas que moi. Au début, je me suis dit, c'est moi, il y a un truc. Ou peut-être le fait que je sois française aussi, tout ça. Bon, on m'a dit que je cumulais avec le fait que je sois française. Là, c'est quelque chose que je prends en plein milieu. Parce que je veux pas quitter Bruxelles. Oui. Parce que j'ai dit à tout le monde, c'est vraiment la ville la plus safe. Moi, je trouve que c'était que... Je savais pas que d'autres personnes... Alors, en France, c'est peut-être derrière ton dos, mais j'ai pas travaillé en France vraiment, donc c'est dur. Mais en France, je pense que c'était peut-être derrière ton dos, alors qu'à Bruxelles, c'est vraiment frontal. Je pense. Donc moi, j'ai dû aller voir une psy pour apprendre à pas le prendre pour moi. Ah bah c'est la dame qu'on avait vue à la formation. Non, c'est pas elle. Okay. Mais voilà, j'ai dû aller voir quelqu'un pour apprendre à ne pas rentrer tous les soirs en pleurant, en fait. Et à pas le prendre pour moi. Parce que moi, j'ai eu des trucs du genre, mais vous m'aviez pas dit que vous étiez noire, je peux pas vous faire confiance. Et ça, c'est violent, quoi. Ouais. Non, c'est hyper violent. Oui, c'est hyper violent, en fait. Voilà. Même si on se doute, ou l'autre jour, je sais plus, j'étais à un événement et quelqu'un a dit un truc atroce à une des serveuses. En lui disant, oh, comment va la domestique, tu vois, c'est atroce. Et quand la fille s'est mise à pleurer, en fait, quand elle nous l'a dit, parce qu'on était un groupe, et quand elle nous l'a dit, et d'ailleurs, ça m'a choqué que toutes les 4 qui étaient dans les 4 blagues du truc, quand elle est venue nous le dire, en fait, on l'a regardée en disant, va falloir t'enfuir de la porte. Ça t'est arrivé plus qu'une fois, ça. Faut s'en et là, et je me dis, c'est horrible que ce soit le premier truc qui nous soit sorti de la bouche, on aurait dû. Et après, on lui a dit, oui, parce qu'on lui a dit, il faut nous le dire, comme ça on sait qui c'est, machin. Mais en fait, le premier truc qu'on a pensé, c'est, t'es jeune, ça va t'arriver encore. Non, c'est vrai que c'est affreux. En fait, on a intégré. On a intégré le truc, ouais. C'est ça qui est dur. Donc moi, ici, ça m'a fait mal, en fait. Et parce que, à ce niveau-là, moi, je m'étais toujours dit, je rentrerai en France quand je serai très haut, comme ça, les gens pourront plus me dire t'es noir. Et en fait, ils me disent toujours t'es noir. Ça n'en finit pas. Ça n'en finit pas. Voilà, quoi. Bon, voilà, mais je pense que c'est une espèce de réalisation. Et du coup, je me suis fait de ma mission. Et aussi, ce que j'ai découvert aussi en Belgique, c'est qu'il y a plein de gens qui sont invisibilisés, mais du coup, qui font une économie parallèle. Alors qu'ils payent des impôts, au lieu d'utiliser les trucs dont ils ont droit, en fait, ils vont essayer de faire autrement. Donc moi, je veux rendre visibles les gens qu'on a rendus invisibles. Voilà, donc c'est ce que je fais au Bruxelles Binder, et c'est ce qu'on fait en décidant de se focusser sur des startups avec des gens divers, quoi. Voilà. Et surtout montrer aux entreprises que ces gens-là que vous rendez invisibles peuvent vous apporter tellement, vous ne savez pas en fait, vous en rendez pas compte. Et même le fait, rien que l'association que vous êtes, une femme noire et un homme blanc. Ah, ça vous déporte. Non mais c'est génial parce que vous êtes le message. Voilà. Vous êtes le message. Nous, à la base, c'était vraiment pour dire, il ouvre la porte, quoi. D'accord ? Et puis en fait, qu'on a eu tellement de trucs vraiment bizarres qu'un jour, en fait, il m'a dit, j'enlève ma photo, c'est toi la face de l'entreprise, comme ça les gens ils savent, et toi tu stresses plus en plus, mais les gens ils savent, donc on enlève déjà beaucoup de cons. Tu vois ? Et du coup, même si la boîte elle a mis peut-être un peu plus de temps qu'elle aurait dû pour commencer et exploser, en fait c'est vrai que c'est super, parce que du coup on a les clients qu'on mérite, quoi. Et même des gens qui viennent me voir, et je sais que pour eux c'est pas des CEO qui ont 70 ans et je sais bien qu'ils ont fait un effort, mais déjà qu'ils viennent me voir, ben oui, parce que même moi quand je vais au board meeting et que je fais mon truc, je vois tu sais, quand ils sont soulagés parce que j'ai fait un super boulot et que elle parle français. Mais non, mais forcément moi je dois toujours apporter un truc nickel chrome et tout machin, alors que les autres c'est des mains dans les poches, ils l'ont fait dans le train et tout, pas de problème. Moi, je vois bien le CEO qui nous engage. Quand je présente un truc, je vois le truc de soulagement parce que du coup, les autres boards, ils sont là. Ah oui, elle est bien. Voilà. Mais je comprends bien parce que si je fais un truc pourri, ils vont dire t'as vu ?
La preuve. C'est la preuve qu'il fallait continuer comme avant. Bah oui. Et ça, je pardonne. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Je comprends bien, il y a des biais, tout ça, machin. Et c'est pareil, l'ignorance c'est bon, c'est la connerie en fait qui me fait chier en fait. Voilà. L'ignorance c'est pas grave, c'est pas grave en soi, t'apprends. Sur un domaine, on est tous ignorants. On est tous ignorants, mais c'est la connerie en fait qui me casse. Ouais. C'est ça en fait. Et de rester dans sa connerie. Voilà, et c'est aussi pour ça que nous, quand on fait des trainings, on dit pas « Ah, toi t'es nul, toi t'es nul ». En fait, on fait des exercices pour que les gens se rendent compte par eux-mêmes qu'il y a des trucs qui devraient changer. Donc moi, il y en a eu des boîtes qui m'ont dit « Ah, mais nous, on est divers, on n'a aucun problème ». Je fais « Ah, mais c'est cool, super, donc ça va être facile pour vous ». Voilà, et puis à la fin, qui nous disent « En fait, vous avez raison, voilà ». Voilà, c'est bien quand ça les vient gens se rendent de compte. la personne. Exactement. C'est excellent. Parce que sinon, ça sert à rien en fait. C'est excellent. Mais enfin, tu as un métier qui est hyper rigolo. Oui, ouais. Quand tu l'expliques, on se dit ça doit être quand même pas mal de mettre les gens face à leurs propres insécurités. Exactement. Et moi, je suis assez passionnée et c'est vrai que je suis assez cash. Donc souvent, je discute avec le CEO pour savoir comment sont les gens. Est-ce qu'ils ont l'habitude de quelque chose d'aussi frontal ou est-ce que s'il faut être plus doux, et du coup s'il faut être plus doux, c'est mon partenaire qui commence d'abord parce que lui il est vachement plus policé, voilà. Nous on a eu des clients qui la première année sont pas venus nous voir, sont venus et ils sont pas devenus clients et qui sont revenus après, qui nous ont dit on vous a vu, on s'est dit oh là là, c'est le rentre dans notre boîte, elle va voir que c'est pire que ce qu'elle pense, tu vois, et puis après on travaillait avec nous et qui nous ont dit non mais en fait vous allez à notre vitesse, c'est bien. Mais je sais que moi je fais peur au début parce que je suis hyper passionnée par mon truc. Mais en fait tu as ce truc très cash. Ouais. Même dans ta façon de parler, simplement. Donc même quand tu parles d'un truc normal, genre je vais manger ou boire de l'eau, on se dit qu'est-ce qui va nous arriver après. Non mais moi j'ai eu cette impression dès le début. Je me disais purée, moi j'arrive pas à avoir affronté dans une discussion. Mais en fait non, parce que c'est important. Les gens se rendent compte en fait. Oui. Je suis hyper passionnée, j'ai mon truc, j'ai l'air comme ça. Mais derrière, il n'y a que de la bienveillance. Voilà. Et ça se ressent aussi très vite. C'est hyper important d'écouter pourquoi en fait ils ont des blocages, pourquoi c'est comme ça, pourquoi ils pensent qu'il n'y a pas de problème, tu vois, pour trouver en fait l'exercice qui va permettre de changer le truc, tu vois. Et j'ai vu que tu avais invité Aurélie Mouloua ici. Pour faire ici le jeu des privilèges. Donc Aurélie, que j'aime beaucoup. En fait, je l'ai rencontrée à l'ambassade des États-Unis. Là, on était toutes les deux speakers. Et elle a ce jeu que j'avais vu, et en fait, c'était même pour des gens qui sont... Parce qu'au online, les gens sont plutôt bienveillants, ils sont plutôt dans le truc « je veux apprendre pour être meilleur », d'accord ? Et en fait, ce qui était bien, c'est qu'elle montre que même quand on est dans la minorité, en fait, on a des privilèges. Et elle a un exemple que je trouve super. En France, il y a, je ne sais plus le nom de l'association, qui comptait le nombre de féminicides. Et en fait, qui ne comptait pas les femmes trans. En disant c'est des hommes, je dis elles sont aussi tuées. Et en fait c'est ça en fait, il faut pas invisibiliser les gens. En fait, on est dans la minorité quand on est invisibilisé. Voilà. Et là dans ce groupe de femmes qui étaient pas, qui n'ont pas de privilèges, qui se font tuer quand même. Et il y avait quand même des femmes qui avaient des privilèges parce que les femmes trans n'étaient pas comptées. Voilà. Et donc c'est ça que ce qu'on veut, c'est que les gens se rendent compte que ils ont des privilèges. Moi j'en ai, je suis française, je peux aller dans 143 pays sans visa. Rien que ça. Voilà. Et donc, il faut se rendre compte qu'on en a les privilèges. Et qu'après, c'est ta façon de te comporter avec, en fait, qui fait la différence. T'as été éduqué, t'as des biais, voilà, il faut travailler dessus. Moi, en tant que... Moi, je suis... Et tout le temps. Et tout le temps. Moi, je suis... quand j'engageais des gens dans des boîtes, en fait, je me suis rendu compte, mais moi, je travaille beaucoup sur ça, sur mes biais. Et à une période où je me suis rendu compte, mais t'engages jamais de black. D'accord ? Et en fait, c'est parce que dans ma tête... Si un black faisait une connerie, on allait dire c'est tous les blacks. Parce que c'est vrai, quand une femme fait une connerie, c'est toutes les femmes. Quand un homme fait une connerie, c'est l'homme. D'accord ? Black, c'est pareil. D'accord. Et donc, du coup, moi-même, en fait, je me suis... Tu t'es censurée. En fait, j'ai fait un travail sur moi en me disant mais qu'est-ce que tu fais, quoi ? Et du coup, dans tous mes entretiens, je faisais en sorte d'avoir quelqu'un d'autre, en fait. Pour qu'on ait une discussion et qu'ils me disent lui, il est super, ça, machin. Et que moi, je me rends compte, mais tu vois, t'allais encore pas le prendre parce qu'il est black, en fait, parce qu'il va tout est bien. Tu vois ? Et donc moi Mais c'est bien, j'adore parce que tu oses tout dire. Ah oui. Et c'est important parce que sinon comment on travaille sinon exactement. Et donc ça c'est important. Et c'est pareil, tu vois, au Bruxelles Binder, dans tous les groupes en fait, maintenant on fait en sorte qu'il y ait de la diversité de tout. Donc même dans le groupe diversité, équité, inclusion, il y a des blanches de Bruxelles, il y a des blanches migrantes, il y a tout. Il faut qu'il y ait tout le monde pour qu'on puisse parler à tout le monde en fait. Et ça c'est hyper important. Mais
mais c'est pas le mot juste. Mais en fait, je vois l'immensité du travail. Et moi, je vois j'adore. l'immensité. La fois passée, je regardais une série et je crois que j'ai très vite arrêté de regarder cette série. Ça s'appelle. Oh là là, j'ai oublié. Mais enfin, bref, c'est une série sur le monde gay. D'accord. Et en fait, on se rend compte des discriminations qu'il y a dans le monde gay par rapport aux personnes, soit qui n'ont pas la même couleur, soit qui sont trans, donc qui sont gays, mais d'origine, c'était des... Et je me suis dit, mais en fait, on n'en sort pas. On n'en sort pas. On n'en sort Mais, pas. mais il faut se rappeler que c'est humain. D'accord? Notre cerveau veut la zone de confort est confortable. Hein. Donc on veut rester dans sa zone de confort. Ouais. D'accord? Moi, Audrey, pour justement rester bien, en fait, je fais en sorte d'aller dans des networks qui n'ont rien à voir avec moi. Okay. Je vais dans des nouveaux networks tous les mois. Okay. D'accord? Je vais discuter avec des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Okay. Je lis des trucs de gens qui sont pas d'accord. Quand sur mon feed LinkedIn, je vois que des trucs où je suis OK, je me dis, il faut que tu likes d'autres choses, il y a quelque chose qui ne va pas. Pour pouvoir avoir, dans ma tête, me dire, t'as besoin de comprendre ce que les autres comprennent en fait. Okay. Voilà. Et parce que sinon, mais ça c'est un travail que je fais consciemment, que j'ai toujours fait consciemment. Okay. D'accord? Et ça c'est un travail. Et donc les gens sont paresseux. Enfin, la paresse est un truc humain. La zone de confort est confortable. Voilà. Bah, j'allais justement te demander pour finir, quel est ton mantra? Bon, là, tu as donné déjà un super Moi, c'est truc. vraiment, voilà. C'est vraiment, il faut... le développement durable. Make sustainability profitable. Ok. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. Il faut que l'entreprise soit inclusive, durable et profitable. Voilà. En tout cas, merci beaucoup parce que là, je suis rassasiée. J'ai enfin compris. Je posais la question, donc je suis super contente. Avec plaisir. Merci de m'avoir reçu dans ce magnifique endroit. The Nine, c'est très joli lieu. Et c'est vraiment un super endroit. Et merci pour ton temps. Avec merci plaisir. d'avoir été aussi généreuse. En termes merci de l'invitation, vraiment. Ouais, et puis, cool. merci pour le podcast, en fait, c'est super. Même moi, j'ai appris plein de choses. Mais je trouve ça beau de voir... c'est un peu comme le database du Process Binder, quoi, de montrer qu'il y a plein de femmes qui sont black, qui ont un parcours brillant. Je ne parle pas que pour moi. Et qui sont très différents. Parce que je parle tout le temps d'une communauté, mais en réalité, dans la communauté... les gens ne se ressemblent pas. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est bien, en fait. Ouais, il faut que les gens voient que des femmes expertes sont diverses, quoi. Ouais. Et ça, c'est important. Ouais. Ah, trop bien. Voilà, et bonne continuation. Et je continuerai à te suivre sur LinkedIn. À très bientôt. À très bientôt, au revoir.